Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue en direct sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous voici repartis pour une nouvelle semaine de liberté d'expression, à savoir votre grand forum au quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Et comme le lundi maintenant, ça devient traditionnel pour m'accompagner aujourd'hui, Nasser Lagili qui est avec nous en studio. Bonjour Nasser. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. De quoi vas-tu nous parler mon cher Nasser, dis-moi. Je vais vous parler d'une chronique, c'est la chronique de la semaine quoi, comme d'habitude. On va parler de tout ce qui s'est passé, le maire qui s'est fait, qui a eu des menaces de mort, les enfants qui ont été perquisitionnés, bon, on revient un peu dessus. On va parler aussi de Jean-Luc Mélenchon, on va parler du positionnement du gouvernement et voilà tout ce qui suit. Très bien. Bon, et bien parfait. À tes côtés, comme chaque lundi également, monsieur Gamal Abina. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Cher Gamal, je l'entends loin. Ah, si on peut... c'est mieux là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comment ça va mon Gamal? Très bien et toi? Bah écoute, ça va formidable les gars. Donc voilà, je suis pas en studio avec vous aujourd'hui pour être tout à fait transparent avec les auditrices et les auditeurs. Mais c'est comme si on y était finalement. Et on remercie d'ailleurs DJ Nabil qui assure la liaison, bien entendu, aujourd'hui avec mon domicile. Nous aurons un invité tout à l'heure, mon cher Nasser et mon cher Gamal. Il s'appelle Nasser Micheland Gabriel. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques et en histoire. Donc avec lui, on va effleurer, balayer toute l'actualité politique à l'international, mais aussi un petit peu de national quand même. Et on va balayer un petit peu l'actualité pour évidemment, comme la semaine dernière d'ailleurs, ça avait plutôt bien marché, eh bien, poser des questions à notre invité tout à l'heure. Il sera avec nous à partir de 17h. Dans l'immédiat, quelques petites questions à vous poser, messieurs, parce que nous sommes aujourd'hui le 16 novembre. Première question, ça c'est une question histoire, à laquelle pourrait peut-être répondre notre invité tout à l'heure. Quel journal français devient quotidien? On est en 1866, les amis. Le Parisien. Le Figaro. Non. En quelle année, t'as dit? Le Monde. Non, pas Le Monde, le Figaro. Le Figaro est une bonne réponse. Oui, j'ai bien entendu le Figaro, c'est bien ce que tu m'as dit. Oui, c'est ça. Un célèbre clown se suicide à coup de fusil en 1993. 93, attends, ça va revenir. Un clown français, je sais pas si un vrai clown, Zabata. Ah, un clown, quelle année? 93. Zabata. C'est Zabata, oui. Qui est élu président de l'Algérie? On est en 1995, les amis. Bouteflika, non? Non, c'est... En 2001, Bouteflika. Non, c'est pas Bouteflika, c'est... Boudiaf. Zerwal. Yamin Zerwal. Zerwal en 95? Ah oui, c'est vrai, forcément, je suis bête. Je cherche un ancien secrétaire du Parti communiste français, mort en 1997. Georges Marchais, vous avez vos réponses, j'ai mes questions. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Ça, excellent. C'était le cabache. C'est le cabache. Je cherche à présent une enseignante, mais aussi religieuse, souvent surnommée, Mère Teresa. souvent surnommée petite sœur des pauvres. Mère Teresa. Elle est née en Belgique en 1908. De qui s'agit-il? La Mère Teresa, c'est pas celle qui était à Calcutta? Sœur Teresa, ça. Merde, Sœur Teresa, excuse-moi. C'est pas Sœur Teresa. Non, c'est pas Sœur Teresa. Le 20 octobre 2008. La petite mère. Oui, elle était en Égypte, c'est bien ça. Elle est née en Belgique, oui. Oui, mais elle a vécu en Égypte. Je sais pas où elle a vécu, Gamal Abina. Tu me poseras d'autres questions. La petite sœur des pauvres. Ça va revenir. Il veut te faire l'histoire de la personne qui n'arrive pas à trouver. Quand je cherche, je prends des éléments, ça me ramène le nom. C'est Sœur Emmanuel, non? Sœur Emmanuel, c'est une excellente réponse. Merci. Et enfin, je cherche un magicien, fantaisiste, né en Espagne en 1940. Garcimore. Quoi? Garcimore. José de son prénom. José Garcimore. Mais il est bon, hein. Il est bon, notre Gamal. Il a eu toutes les questions sauf l'Algérie. Exactement. Alors qu'il est algérien. J'ai honte.
D'ailleurs, puisque tu parles d'Algérie, on rappelle que l'Algérie vient de terminer son match. Ouais. Alors, c'est quoi, Nabil, parce que c'est toi spécialiste de sport, et c'était un match qui comptait pour quoi? Alors la Coupe d'Afrique des Nations, c'était le 4e match de la Coupe d'Afrique des Nations, donc au niveau du groupe de l'Algérie. Zimbabwe, donc ils menaient 2-0. Ils sont pris après 2 autres buts juste à la fin. À 8 minutes de la fin, ils sont pris un deuxième but sur une erreur de Mboli. Donc 2 partout, match final. Tahia Jazeer, on est qualifié. Donc on est à 22 matchs sans défaite. Sans défaite, ouais. Et qualifié pour la CAN. Et qualifié pour la CAN, c'est ce que je disais. Monsieur Jamel Belmadi, dédicace à Monsieur Belmadi qui fait un excellent travail en équipe. Absolument extraordinaire. Franchement, bravo à lui. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des autres équipes maghrébines, mon cher Nabil, la Tunisie et le Maroc, ils en Alors sont c'est demain, pareil, ils en sont à la 4e journée dès demain. Donc la Tanzanie recevra la Tunisie et le Centrafrique recevra le Maroc. Et pour l'instant, les 2 équipes sont premiers également. Donc on saura plus. Voilà, on saura plus demain. Donc on aura peut-être le Maghreb réuni. Peut-être, Inch'Allah, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, donc si c'est bien parti pour. Si on arrive à se réunir par le foot, c'est déjà ça. Ah oui. Pas mal, ouais. Voilà. Déjà pas mal, effectivement. Bon, les amis, dans un instant, Gamal Abina, tu vas nous parler de quoi? La France est en guerre. Oula. Ça me rappelle à certaines histoires. Quelle violence. Faut bien, hein. La France est en guerre. Eh bien, vous saurez pourquoi dans un instant la France est en guerre avec Gamal Abina. Et pour évidemment intervenir au 01 40 33 9000. Et j'aimerais qu'on parle tout à l'heure de Ségolène Royal qui a fait une déclaration ce matin, puisqu'elle a indiqué que les caricatures étaient quelque chose qui pouvait être choquant et dangereux. Elle prend enfin une position courageuse, j'ai envie de dire, Madame Royal. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et puis vous n'êtes pas sans savoir aussi que Mila, vous savez la petite Mila, l'adolescente, là, en a remis une couche sur TikTok. Du coup, les menaces sont évidemment reparties et le soutien également, les soutiens aveugles envers une fille adolescente qui visiblement manque beaucoup d'éducation. On se demande si elle a des parents, mais en tout cas s'ils ont fait leur travail, parce qu'elle continue de provoquer. Alors, sachez qu'elle a des choses à vendre en ce moment. Elle vend des portraits. En fait, c'est une bonne manière de pouvoir vendre des portraits. Quoi qu'il en soit, évidemment, nous condamnons toutes les menaces qu'elle reçoive parce que rien ne justifie des menaces de mort qu'elle reçoit. Mais il faut peut-être lui dire à un moment de se calmer, de s'arrêter, et puis d'essayer d'être un peu respectueux, surtout à son âge. C'est quand même une mauvaise base dans la vie que à 16 ans déjà d'insulter toute la terre entière, et en particulier 1,4 milliard musulmans dans le monde, en des termes que je n'oserais même pas vous répéter à cette heure-ci sur cette même antenne. Donc ça serait bien que ses parents s'occupent un peu de son éducation. On se retrouve dans un instant, les amis, avec Gamal Abina. La France est en guerre. Les amis, tous les jours, du lundi au vendredi de 16h à 18h, avec en ce lundi pour m'accompagner Monsieur Gamal Abina et Monsieur Nasser Lajili. Et vous, amis auditrices, auditeurs, pour intervenir 01 40 33 9000. Notre invité tout à l'heure dans un peu plus d'une demi-heure, Nasser Michaelan Gabriel. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques et également en histoire. Il sera avec nous tout à l'heure pour balayer toute l'actualité. Vous pourrez évidemment l'interroger, parce que dans le grand forum, vous pouvez aussi évidemment interroger nos invités. 01 40 33 9000. Mais pour commencer, évidemment, parole à Gamal Abina avec ce suspense qu'il a mis au point juste avant la pub. La France est en guerre, les amis. Pourquoi la France est en guerre, monsieur Abina? Eh bien, je vais être très clair. La France est en guerre, c'est indiscutable. Le gouvernement ne cesse de le rappeler. La France est d'abord en guerre virale contre le coronavirus, le dernier en date, qui a déjà fait plus de 42 000 victimes dans l'Hexagone. Mais la France est aussi en guerre contre le terrorisme, suivant en cela la terminologie développée par George Bush après le 11 septembre. Une guerre contre un ennemi mal défini, difficilement identifiable et aussi sournois qu'un virus. Seulement voilà. Le virus, lui, il est clair. Il ne fait pas de distinction ni de politique devant ses victimes. En revanche, ceux que l'on appelle les terroristes ont bien des revendications politiques. La classe politique française et les médias semblent l'oublier. Les atroces attentats qui ont frappé la capitale et d'autres villes de France durant les 20 dernières années sont bien le fruit d'une dérive politique, sociale, avec toujours un arrière-goût de pétrole. Lorsque l'on écoute les décideurs nous expliquer que les terroristes frappent la France pour des questions culturelles ou de civilisation, j'ai immédiatement le sentiment que l'explication est un peu courte et bien trop réductrice. On a l'impression que les terroristes sont une simple troupe de déséquilibrés mentaux dont les motivations se borneraient à décapiter la liberté d'expression. Entre guillemets. Le simplisme me permet de faire l'économie d'une réflexion nécessaire pour endiguer ce phénomène qui frappe toujours des innocents. Je dis que la France est en guerre sur plusieurs fronts. La guerre virale qui est évidente aujourd'hui, la guerre économique permanente et surtout la guerre politique menée contre plusieurs pays pour lesquels la souveraineté a été totalement bafouée.
Mais cette guerre, la France ne veut pas la nommer comme à l'époque de la sale guerre d'Algérie. À l'époque, on disait que des opérations de maintien de l'ordre étaient faites sur le territoire. Aujourd'hui, la politique extérieure française, sur 5 théâtres d'opération, Libye, Syrie, Mali, Irak, Afghanistan, là encore motivée par des opérations de maintien de l'ordre, soi-disant. Donc oui, la France est en guerre, et oui, elle est engagée sur un plan idéologique au Moyen-Orient. Mais surtout, on constate que les motivations des terroristes vont bien au-delà du simple action violente et inutile, qui malheureusement frappe toujours des victimes qui n'ont rien demandé sinon de vivre normalement. Il serait peut-être temps de mettre en face de leurs responsabilités les décideurs politiques de ce pays, afin qu'ils rapatrient les troupes françaises militaires stationnées à l'étranger et que nous revenions sur la seule guerre importante aujourd'hui, qui est la guerre contre le Covid-19. Si la France est en guerre, qu'elle la fasse pour protéger sa population à l'intérieur de ses frontières et non à l'étranger. Voilà pourquoi je dis que la France est en guerre. Une question ? Question, monsieur Gamal-Abina ? Simplement, est-ce que les auditeurs considèrent, comme moi, que le seul moyen pour obtenir à nouveau un retour au calme et à la sérénité serait sans doute que la France rapatrie toutes ses forces stationnées à l'étranger, comme Jacques Chirac à l'époque a su le faire, ce qui nous avait garanti 12 ans de paix sur le territoire et pas un acte de terrorisme. Voilà une question qui est intéressante, c'est ce qu'a d'ailleurs fait Donald Trump aux États-Unis. Absolument. Voilà, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Nasser Lajili, pour répondre à la question de Nasser de Gamal-Abina. Non, mais moi, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Excusez-moi. Effectivement, la France, elle aime être en guerre. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. C'est que malheureusement, la guerre, elle a toujours existé. Les Français ont toujours été impliqués dans des moments de guerre, sauf Jacques Chirac d'ailleurs à l'époque en 2002 où il avait marqué le monde entier, où il avait refusé de faire la guerre en Irak et qui aujourd'hui lui a donné raison parce que malheureusement il n'y avait pas ce qu'on nous avait mis sur la table. Donc voilà, je considère qu'effectivement la France elle est en guerre et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter toutes ces guerres et ça inquiète d'ailleurs énormément de nos concitoyens. Parce qu'on ne sait pas où on va et dans quelle dérive on va aboutir. Alors, je rappelle, pour être tout à fait précis, de ce qui s'est passé en 2003, si je ne m'abuse, en 2004, de Villepin, effectivement, a prononcé ce fameux discours. Sauf que les faits n'ont pas été tout à fait ce que l'on croit. Il y a eu aussi un soutien militaire, visiblement, de la France apporté aux États-Unis pour aller attaquer l'Irak. Donc, si vous voulez, de façade, on a dit non, on n'y va pas, etc. On a quand même participé un petit peu, voilà, en aidant quelque peu les États-Unis. Non, du tout. Non, je sais pas qui a dit ça. Non, c'est totalement faux. Au contraire, ça a coûté très cher à la France, boycotter tout ça. Non. Là, Chirac à ce moment-là était extrêmement radical. Il ne voulait pas la guerre. C'est ce sont là des spécialistes, cher Gamal, qui te disent effectivement, preuve à l'appui, que la France effectivement a dit non pour y aller en Irak, mais qu'elle a apporté un soutien aux États-Unis. C'est très orienté, mais non, c'est parce qu'ils sont dans l'OTAN et qu'ils n'ont pas mis des freins, mais ils n'ont pas apporté de soutien, ni troupes, ni engagement, ni avions. C'était vrai sous Mitterrand, qui n'a pas hésité à faire la guerre alors qu'il prétendait pas la faire, c'est faux sous Chirac. Chirac a changé de position après la mort de Hariri, qui était son ami, c'est là où il a commencé à modifier sa politique, mais avant, non, pas du tout. En tout cas, que pensez-vous de cette question? Vos appels et vos messages nous intéressent, 01 40 33 9000. Pour savoir finalement que la France pourrait quitter tous ces territoires finalement qui nous apportent bien des problèmes aujourd'hui en France, mais aussi peut-être aussi demander à la classe politique d'être un peu plus raisonnable aussi, Gamal. Bien sûr. Absolument, ils sont pas responsables. Le problème, c'est qu'il y a un humoriste qui avait dit ça une fois à la télévision devant Valls. Vos guerres, nos morts. Il a parfaitement raison. On n'a rien demandé, on n'a pas besoin de ses morts, on n'a pas besoin de ses crimes, on n'a pas besoin de ses horreurs. Le politique devrait se comporter comme quelqu'un de responsable. C'est-à-dire que déjà, on ne répond pas par l'émotion à des attentats, on répond par la réflexion, on répond par une action de fermeté, et en même temps, on discute sur le fait qu'il faut trouver une solution face à son ennemi, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. On ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Alors même si on les aime pas, même si on les déteste, il faut trouver un compromis, parce que en attendant, ceux qui meurent, c'est pas les politiques, c'est le citoyen. Absolument. Et qui subit surtout. Absolument. Qui subit. Anis, je crois qu'il est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Anis. Oui, bonjour mon cher Christophe, bonjour à tous. Ça tombe bien parce qu'à chaque fois que je prends mon véhicule pour circuler dans les bouchons, malgré le confinement, je suis là avec vous et c'est très intéressant les questions que vous posez. C'est très bien. Alors, pour répondre à la question de Monsieur Abina.
Ah bah écoutez, Monsieur Abina, je pense il pose une question intéressante, mais qu'il faut pas qu'il fasse le faux naïf. Il sait bien que nous entrons en permanence dans des guerres qui sont tout à fait évitables dans le cadre de la gestion globale par le chaos. Il y a des raisons à la fois politiques, à la fois messianiques, des gens qui peuvent nous apparaître des gens tout à fait rationnels, mais qui croient en des choses qui sont tout à fait incroyables, hein, en réalité. Mais ils y croient. Et donc il faut, je vais pas évoquer cette question là ce soir, mais je veux dire les documents existent, les déclarations existent. Je veux dire qu'il y aura des guerres permanentes qui sont tout à fait évitables, mais elles vont petit à petit nous emmener dans un chaos global. Je le crains. Moi, ce qui me fait peur je dirais à moyen ou à court terme, c'est cette histoire de vaccins qui risque d'être obligatoire. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on anticipe sur les décisions qui vont être prises, on est tout le temps qualifiées de complotistes jusqu'au jour où elles deviennent malheureusement réalité. Vous pensez vraiment que la France pourrait rendre le vaccin obligatoire? Moi, j'ai du mal à y croire, et ça a l'air d'être démenti d'ailleurs. Écoutez, Christophe, vous voyez bien qu'il y a une ingénierie psychosociale derrière tout ça. Je veux dire, ne pas s'en rendre compte, c'est vraiment le faire exprès. Et c'est pas seulement pour nous que nous devons nous battre, mais également pour la société de demain, pour les enfants, pour nos enfants. Il y a déjà des pays qui l'ont annoncé, le rendre obligatoire. Le roi Mohamed VI a annoncé le vaccin obligatoire pour la population marocaine, par exemple. Oui, mais vous savez, que ce soit le roi, que ce soit ici, ils sont tous dépendants entre les mains des institutions internationales qui dépendent à la fois, qui ont comme relais, enfin, toute cette oligarchie mondialisée, qui a pour relais l'OMS, qui a pour relais le FMI, qui a pour relais la Banque mondiale, etc. Et tous ces pays étant évidemment dépendants, alors naturellement qu'ils vont se conformer à la politique qui est émise en diktat par leur maître. Il y a pas d'autre mot. Et donc la France n'y échappe pas. On voit bien que la France, vous parliez tout à l'heure des guerres en Irak, etc. Il y avait encore une certaine résistance lorsque Jacques Chirac était aux commandes, mais on voit bien que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, il a fini d'intégrer complètement la France dans le commandement intégré de l'OTAN, et que par conséquent, aujourd'hui, la France est un pays qui ne jouit plus de ses prérogatives souveraines, qui lui permet à la fois de battre sa propre monnaie, d'avoir sa propre politique étrangère. Je peux répondre à ça? Gamal, il y a plusieurs remarques. Répondre, parce qu'il y a beaucoup de remarques. Bon, je connais le discours, je vois parfaitement. On peut l'identifier, c'est un discours que j'oriente très bien politiquement. D'abord, quand je pose une question... Non, mais monsieur, répondez aux arguments au lieu de botter en touche. Je ne botte pas en touche. Pour répondre aux arguments, il faut me laisser parler, sinon on ne peut pas y arriver. Je ne botte pas en touche. Je ne botte jamais en touche. J'ai l'habitude d'être frontal en général avec les gens et d'être très clair. Donc je ne botterai pas en touche, je n'ai pas cette habitude. Je ne suis pas politique. Parce que vous, c'est pas. Non, mais j'ai pas répondu encore. Je vais répondre. Oui, j'ai très bien compris que c'est Asselineau. Mais le problème d'Asselineau, c'est qu'il est un peu léger sur le plan intellectuel. Et qu'il dit beaucoup de bêtises. Mais c'est pas grave. C'est pas comme Le Pen, elle peut dire qu'il fait bleu et le ciel est bleu, ça fera pas de Le Pen quelqu'un de bien. En gros, pour faire très quoi. D'abord, la question quand je pose une question que vous voyez comme étant naïve, je rappelle que je parle des auditeurs pour qu'ils soient interpellés, c'est le cas. Donc c'est pas naïf, je sais très bien ce que je dis. Ensuite, la France n'avait pas besoin des États-Unis pour faire la guerre en Libye. Elle est partie toute seule. Elle a demandé de l'aide des États-Unis, mais c'est la France qui voulait la guerre. Et non pas, contrairement au mythe fabriqué, c'est pas BHL qui voulait la guerre, c'est bien M. Sarkozy. Ensuite, oui, c'est Sarkozy qui voulait la guerre. D'accord. BHL n'y a absolument rien. BHL est un clown qui était là juste pour faire une caisse de résonance. BHL a toujours voulu des guerres un peu partout, c'est la seule fois où il a été entendu. Donc ça prouve qu'il a été utilisé. BHL n'a aucune importance sur le champ de la français. Comment? Il a été victime en fait. Quand même, il a pas victime, utilisé, pas victime, utilisé. C'est pas pareil. Il est victime de rien. Il est bien content. Il a fait du bruit, mais il a été utilisé, il servait à quelque chose pour légitimer une action que Sarkozy ne voulait pas expliquer comme étant une action de vengeance économique parce que 10 milliards de dollars qui lui passent sous le nez, il n'a pas supporté. Ensuite, pour ce qui concerne le fait que la France serait sous la domination américaine, ça me fait toujours rigoler, c'est pas parce qu'ils sont revenus dans l'OTAN qu'ils sont dominés par les Américains, preuve en est la Libye. Ensuite, pour ce qui concerne le rapport impérialiste... C'est pas des arguments que vous émettez là, monsieur. Si, la Libye est partie... intégré de l'OTAN, par conséquent, elle est absolument liée par rapport à sa politique étrangère. Ça n'a pas empêché le
fait que Sarkozy soit parti seul contre la Libye et pas avec l'OTAN. Et il a demandé le soutien de l'OTAN a posteriori. Mais vous savez bien que ce sont les États-Unis qui lui ont donné carte blanche en Libye, qu'il a absolument, il ne pouvait pas bouger le petit doigt tant qu'il n'avait pas l'aval des Américains. Tant qu'il n'avait pas le soutien des Américains, pas l'aval, le soutien. Il a initié la guerre. Faut pas se tromper. Les Américains n'ont pas demandé la guerre, c'est Sarkozy qui l'a demandé. Donc c'est celui qui initie qui m'intéresse. Ensuite, mais on va faire très rapidement. Ensuite, en ce qui concerne le rapport distribution des forces dans le monde, la France est un ancien empire très important, impérialiste, comme l'Angleterre et comme aujourd'hui les États-Unis. C'est les 3 pays qui font le plus la guerre au reste du monde. Donc le rapport empire, guerre et concurrence, car ils sont en concurrence, fait que parfois ils convergent, d'autres fois ils divergent. On l'a vu avec l'Irak par exemple. En 2 fois, ils ont été d'accord et 2 fois divergents. Alors, pour ce qui concerne maintenant le fait que vous parliez de Big Pharma, encore une fois, c'est l'histoire des laboratoires qui seraient tous d'accord entre eux pour vacciner. On ne peut pas imposer la vaccination, c'est impossible, c'est illégal. Par contre, je vous rejoins sur un terrain, ils vont utiliser des mesures fortement incitatives pour nous obliger à nous vacciner en nous limitant dans les libertés. C'est vrai qu'ils vont utiliser cette méthode, mais ils ne vaccineront pas de force. Si le Maroc vaccine de force, c'est parce qu'ils sont en train de sombrer avec le corona et j'ai des retours très catastrophiques là-bas. J'aurais dû y aller ce week-end, je ne peux pas y aller pour ces raisons-là. Simplement parce qu'effectivement, le pays ne maîtrise plus cette maladie, comme beaucoup d'autres. Alors maintenant, pour ce qui concerne le rapport... prendre un risque à la population parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'il y a dans ce vaccin. 10% de mort. Et il peut y avoir une maladie qui se déclance bien plus tard après s'être fait vacciner. Oui, c'est déjà arrivé. 10% de mort. Vous savez que le Sénat s'est emparé de cette question de l'obligation vaccinale et que par conséquent, on pourra très bien compte de la part d'un dirigeant de forcer justement sa population à se vacciner. Mais ça, bon, après on parle de démocratie, on parle de dictature, il y a quand même un rapport qui est différent. Il y a des pays qui sont très dirigistes ou dictatoriaux qui n'ont pas fait de cadeau. Je parle. Voilà. La démocratie ne peuvent pas le faire. Il y a quand même un rapport de contre-pouvoir qui existe. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur système. Je m'inscris en faux sur ce que vous dites, monsieur. Ah bon, le Sénat s'est emparé déjà de cette question concernant l'obligation vaccinale et que lorsqu'on imposera à la population de se vacciner, sinon elle ne pourra pas avoir accès à son passeport, elle ne pourra pas. C'est donc des mesures incitatives fortes. C'est ce que je viens de dire. C'est pas une obligation. Ils vont tout faire pour nous pousser à nous vacciner. Ils ne peuvent pas l'inscrire dans la loi. Vous jouez avec les mots. C'est une obligation qui ne dit pas son nom. C'est une obligation qui ne dit pas son nom. Et je crois qu'il faut absolument s'élever contre cela. Pour nos enfants, pour le monde de demain, ils vont vivre dans un monde de orwellien, je pèse mes mots, n'est-ce pas? Et que par conséquent, de plus en plus, les libertés publiques nous sont absolument lorgnées les unes après les autres, et on entend des commentateurs ici ou là nous dire que ce n'est pas grave, que finalement, personne dit que c'est pas grave, c'est grave. Nous vivons dans un monde où chacun pourra vivre librement. Ah, mais est-ce que vous avez entendu le fait que je ne sais pas quelle personnalité politique a dit que, je crois que c'est Monsieur Fauci, Fauci a dit que même après le vaccin, le port du masque, la distanciation, etc. sera obligatoire. Vous voyez pas que il y a un agenda, cher monsieur, oui. Mais c'est un homme tout seul qui parle. On l'a déjà entendu à d'autres époques. Je vous donne un exemple concret. Écoutez, monsieur, moi je vais vous dire, moi je suis docteur en droit, aussi un avocat fiscaliste. Je ne dois rien à personne. J'ai toujours parlé librement dans le cadre de la loi. Alors, si vous êtes tenu par, parce qu'il faut savoir d'où les gens parlent. Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est Soralien comme discours. Qui vous paye? Moi, il se trouve que je suis indépendant. C'est raté. Je ne travaille pas pour l'État. Je travaille pour moi-même. Dommage. Et ça fait 20 ans que je suis indépendant, donc je suis très très libre, plus encore peut-être que vous. Mais pour vous dire simplement, c'est pas libre, monsieur, parce que vous m'opposez à chaque fois. Je suis totalement libre. Discréditer mes propos en me parlant de Soral, en me parlant de. Mais non, je vous dis que l'argument de qui vous paye, c'est l'argument soralien. Je vous parle pas de Soral, je vous dis que c'est son argument. Pour tout vous dire, ce que j'oppose moi à vos arguments, c'est que vous croyez plus libre que les autres. Je suis indépendant depuis 20 ans, j'ai toujours été indépendant, j'ai jamais travaillé pour personne. Indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille à mon compte pour mes. D'une loge quelque part, d'une société. D'une loge. Et que vous ne pouvez pas aborder. Vous n'êtes pas sérieux? Je suis algérien, comment je peux faire partie d'une loge? C'est impossible. Je suis algérien nationaliste, ça n'existe pas chez moi. Sauf les vendus, je suis pas vendu, désolé. Mais pour vous dire simplement, il faut être très clair. Quand on parle et qu'on donne des arguments, il faut qu'ils soient recoupés de faits. Tout à l'heure, vous dites que la France est tenue par l'Amérique. Ça, c'est un discours classique des complots. La France tenue par les États-Unis. En gros, c'est ça, par cette espèce de délire international qui tiendrait le pays. Non, la France est très, très indépendante et elle a des intérêts convergents. Ne pas constater qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, puisqu'on y vit, c'est comment dirais-je, la Commission européenne, n'est-ce pas, qui érige les orientations économiques, ça vous le savez parfaitement. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à vérifier ce que je dis, parce que je m'adresse
n'est-ce pas, à leur curiosité, ben, qu'ils y aillent. Et s'ils pensent qu'on n'est pas concerné parce que nous sommes des Nord-Africains, etc., eh bien, ce sera également les pays respectifs d'origine seront également impactés. Ce sera la même chose. Donc, il faut lutter pour le vrai et pour la justice là où nous sommes. Donc, aujourd'hui, la France, effectivement, a perdu ses prérogatives économiques. C'est la Commission européenne qui édicte les orientations économiques. C'est la Banque centrale qui applique la politique monétaire, non seulement en France, mais sur l'ensemble Sur quel modèle, s'il vous plaît? Parce que vous avez une expertise sur quel modèle? Sur quel modèle? De la France, la politique étrangère gaulienne de la France a été totalement confisquée depuis au moins depuis Sarkozy. D'accord. Sur quel modèle économique la France est basée? C'est vraiment se moquer du monde. D'accord. Alors sur quel modèle économique, puisque vous connaissez plus ou moins l'économie, le modèle économique, il est allemand aujourd'hui. C'est la BUBA, la Bundesbank qui a imposé. Il n'y a pas de modèle économique, monsieur. Si vous ne connaissez pas l'économie, c'est grave. La BUBA, la Bundesbank, c'est elle qui impose le modèle. C'est la BUBA qui a imposé ça. Vous dites n'importe quoi, je suis désolé. Vous connaissez rien en économie. Il faut un petit peu faire le cours. Ben oui, parce que la BUBA, la Bundesbank, est le modèle qui a été imposé par l'Allemagne à l'Europe, parce que l'Allemagne tient à sa souveraineté économique. Elle ne voulait pas intégrer l'euro, et c'est pour ça qu'elle a imposé la parité en fonction de sa monnaie et pas des autres. En gros, ce qui se passe... Vous avez raison sur le fait que l'euro est un Deutschmark européen, effectivement. C'est absolument... l'euro ne bénéficie qu'aux Allemands, ça je suis d'accord avec vous, mais me parler de modèle, ça ne veut strictement rien dire. Si, parce que l'Allemagne a subi dans les années... Non, mais écoutez, l'Allemagne a subi dans les années 30 l'hyperinflation, des années 20, l'hyperinflation. Elle a été traumatisée par ça. C'est pour ça qu'ils ont une obsession de la monnaie. Et si le modèle économique est vraiment allemand, c'est très orienté. C'est pas un modèle américain. C'est vrai qui n'ont rien à voir avec notre propos, cher monsieur. Vous répondez à des questions que personne ne pose. Vous venez de parler d'économie. Maintenant, si vous voulez revenir sur le politique, les directives européennes, c'est l'Europe. L'Europe, c'est quoi? C'est tous les pays qui la constituent. C'est un parlement. La confrontation Gamal Abinal à Nice. Nous, on est en train de prendre notre popcorn, on écoute avec la serre. Excusez-moi, les gars. Un peu long. Non, mais dans tous les cas de figure, pour tout dire, il faut sortir sur des réalités. Il y a des réalités de droit en France qui existent. Vous faites du droit, vous savez très bien qu'il y a des contre-pouvoirs. Que, par exemple, en première lecture, on présente quelque chose qui peut être rejeté en seconde lecture. On l'a vu avec l'histoire de l'assimilation entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Ça n'a pas marché parce que c'est anticonstitutionnel et parce que, fort heureusement, dans un pays de droit, c'est encore un pays de droit, il y a les moyens de contester des décisions qui sont arbitraires. En l'occurrence, il y en a beaucoup qui sont prises ces derniers mois. Je vous rejoins là-dessus. Effectivement, les libertés fondamentales ont été réduites ou confisquées. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais dans tous les cas de figure, la justice, à la fin, passe. Et en règle générale, elle donne raison au peuple. Merci Alice, en tout cas, pour cet échange. Je vous souhaite en tout cas bien du courage. C'est très enrichissant et agréable en plus à écouter. Merci Anis, bon courage. 01 40 33 9000. Bon, c'est fait musclé ce petit échange là avec Anis. Très intéressant. Le gamin Abina est pris à partie. Ça, c'est bien. Ça, on aime bien. J'aime bien. Je suis franc-maçon maintenant. J'adore. Mais c'est bien. Ça alimente le débat. D'un coup, je suis botéfiquiste. Franc-maçon, j'ai droit à toutes les. Ça alimente le débat. C'est éclatant. Ça me fait marrer. 01 40 33 9000 pour nous dire la réponse à la question posée par Gamal Abina. La France est-elle en guerre? La France doit-elle partir de tous les terrains de guerre auxquels elle participe? Et il y en a beaucoup quand même. Je crois qu'on a battu le record sous Hollande, je crois, hein, messieurs, oui, si je ne m'abuse. Sur le guerre active, oui, absolument. Ah oui, partout dans le monde, enfin quasiment dans tous les terrains de guerre, nous y étions. Et effectivement, les conséquences derrière, ça peut être évidemment des attentats, ça peut être plein de choses. Et encore, j'ai pas parlé de la Centrafrique, j'ai pas parlé de tout un pays qui ont été aussi occupés un peu par la France. Alors, hop, il y a un autre auditeur, je crois. Hop, il est là, voilà. Méziane. Ah, ça fait longtemps, Méziane. Comment ça va, mon Méziane? Allô, salam alaikum, Christophe. Salam. Comment ça va, mon Méziane? J'ai un peu boycotté quelque temps, là, parce que vous m'avez énervé. Mais je reviens quand même. Pas boycotté quelque temps, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Bon, pourquoi, dis-moi? Je vous entends très mal, là. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que t'as pas branché tes oreilles comme il faut, mon Méziane. Là, j'ai pas mis mon sonotone, ouais. Attends, je voudrais savoir pourquoi tu m'as boycotté quelque temps. Et tu me dis, ça fait longtemps que je t'entends pas. Tu fais tout pour que je revienne pas. Hein. Bon, Malish, écoutez, je crois que vous avez un peu raison et un peu tort. Ça, c'est une réponse de Kabyle, de Normand. Ah, c'est typique. Parce que, en fait, le capitalisme, il est mondial. Donc, d'une certaine manière, il y a un gouvernement, qu'on le veuille ou pas, un gouvernement de l'argent, de la finance, qui est mondialisé. Et ceux qui donnent le là, ce sont les pays les plus riches et les plus industrialisés et technologisés, tels que l'Europe, la Chine, l'Amérique. Donc, à partir de là,
il est un fait réel, c'est que le monde est devenu un marché ouvert à tous les vents. La souveraineté, elle n'existe plus. Il n'y a que des intérêts, comme avait dit un certain monsieur De Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, la France, l'Europe ont des intérêts communs avec l'Amérique, qui eux-mêmes ont des intérêts divergents par moment et des fois convergents. Donc chacun essaye de jouer au mieux. Ils sont prêts à s'associer à un certain moment parce que leur intérêt est combiné, est jumelé. Et puis quand il y en a un qui commence à prendre un peu le dessus sur l'autre, l'autre il essaie de s'opposer. Mais par moment ils sont d'accord. Donc on est dans un système mondialisé et qui a foutu le merdier, j'allais dire un gros mot, le merdier dans le monde entier où le gouvernement mondial existe d'une manière non dite, puisque c'est la finance mondiale. Bon, le dollar, bien entendu, entre autres. Et je crois que, comment on appelle ça, il n'y a pas besoin d'avoir un président du monde. Il y a des multinationales, des financiers, des banquiers, et tout ça se fait une chouka incroyable. Et les pigeons dans tout ça, ce sont les peuples, notamment ceux des pays du tiers-monde, où on a pillé les richesses depuis très longtemps, et on continue, et on impose une façon de diriger avec tel et tel dirigeant, ou plutôt qu'un autre, et ils se font la guerre entre eux, les puissances financières, à qui aura les richesses en Afrique particulièrement, et au Maghreb. Et je vais rebondir pour finir, parce que c'est un peu confus, moi je suis pas un intellectuel comme vous, hein. J'essaie de vous dire avec mes peu de connaissances, mais c'est un sentiment sincère et profond. Je voudrais dire que le gouvernement, ce qui se passe en Algérie, est bizarrement, on n'entend pas parler, ni dans les télés, ni dans les radios. On entend parler de l'Azerbaïdjan, on entend parler de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de tous les pays. On ne parle pas de l'Algérie, alors qu'il se passe depuis 2 ans un mouvement pacifique. Alors ils attendront qu'il y ait des morts pour dire voilà, les gens ne sont pas éduqués, Pacifique, ceci, cela. Méziane, Oui. un mouvement pacifique qui aujourd'hui, on peut le dire, est quand même un petit peu a pris un sacré coup sur la tête quand même. Si tu parles du Hirak, le Hirak, Oui. il est quand même fortement décomposé aujourd'hui. Il est décomposé, oui, mais il est quand même malgré tout, et c'est un mouvement que, Inch'Allah, qui va finir par avoir le dessus de cet Aïsaba. Alors, Méziane, j'aimerais te poser une question, parce que c'est Oui, très vas-y, intéressant de vous entendre évoquer cette situation. Qu'est-ce que vous voulez concrètement pour l'Algérie, Méziane? Quel est votre projet? Je veux la démocratie. D'accord, mais de quelle manière? C'est ce que tout le monde veut. Non, De quelle écoute, manière, Méziane? De quelle c'est manière? un Est-ce que vous président pensez que le posé. Hirak... C'est des députés vendus, c'est des walis vendus, c'est des magistrats vendus, des journalistes vendus. Tout ça, c'est que des vendus. Tous. Oui. Tous. Et donc, comment on fait Tous alors? les gens Quelle qui est ont un votre pouvoir solution? en Algérie sont vendus. Et le Oui, mais peuple quelle en a est votre marre. solution, Méziane? Parce que vous faites que des constats comme le Hirak aujourd'hui, le peu qui reste en tout cas, et n'est là que dans la critique, mais quand il y a des propositions à faire, il n'y a plus personne. Quel est votre projet? Quelle est votre solution? Allô? Allô, oui. Oui, Méziane. Non, Quand fais tu pas vas exprès chez de le pas médecin, m'entendre, Méziane, quand Tu même. lui dis tes je te symptômes, Quel et est lui, votre il projet? analyse, Quelle est votre il t'envoie solution ça. pour l'Algérie de demain, Méziane? Et après, il te donne un traitement. Mais c'est quoi le traitement? Eh ben, le traitement, c'est de virer cette mafia. Mais ça, C'est c'est pas un de la virer. traitement, ça, c'est. On retire le Mafia, mal, on Méziane. remplace par quoi? C'est qui la mafia? Comment? C'est qui la mafia? C'est qui? C'est tous les gens qui ont détenu le pouvoir depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Et cela encore pire que ceux d'avant. D'accord. Bon, Ah, Tous donc, ceux en qui fait, ont on un rejette pouvoir, tout, mais on n'a pas de soit solution derrière. C'est ça judiciaire, le projet. c'est-à-dire les gens du gouvernement, et puis toutes les gens qui ramassent les miettes autour, hein. Bien sûr, les walis, les Bien sûr magistrats. qu'avec le MAC, qui jugent on aura en une fonction des démocratie coups de téléphone. à la hauteur de ce que vous attendez. Merci, Non, Méziane. ce qu'il faut dire, c'est. Merci, Méziane. Allô? Merci. Bon courage. Si c'est ce que veulent les Algériens, être représentés par le MAC, parce que c'est un petit peu ce qui reste dans le Hirak aujourd'hui, bah écoutez, je suis pas sûr que tous les Algériens soient d'accord. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est bien de critiquer, je veux dire, c'est très Oui, il bien. faut des solutions. On peut critiquer tout ce qu'il y a à critiquer, il n'y a aucun problème, et l'Algérie est critiquable au même titre que tout le monde.
Mais le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas de solution. Si c'est une constituante à la tunisienne que vous vouliez en Algérie, vous avez vu le résultat en Tunisie, c'est un bordel sans nom. Voilà, donc il y a quand même des choses à comparer qui fait quand même qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il y a un président qui a été élu par ceux qui ont voulu se déplacer pour aller les lire. Et il y a un gouvernement, et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec, je ne sais pas si Gamal partagera mon avis, mais avec les problèmes importants qu'il y a aux frontières algériennes, heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a un gouvernement, un président et j'allais dire une diplomatie qui est quand même fortement revenue sur la scène diplomatique en Algérie depuis l'arrivée de Tebboune, il faut le dire. Si on revient un an en arrière avec la crise du Covid, plus tous les problèmes qu'il y a au Mali, en Libye et maintenant au Sahara occidental, vous imaginez ce que serait devenue l'Algérie. Bon, je vous laisse imaginer. Le seul problème principal qui est évoqué, et c'est là où j'en voudrais peut-être à certains détracteurs, c'est qu'ils ne proposent pas de solution. Ils disent dégage tout le monde. Ça pas de solution. La solution, moi je pense qu'elle existe, la solution, c'est de créer une classe politique nouvelle, effectivement, là je suis d'accord, compétente, des technocrates. Il nous faut des gens qui sont très bien formés et qui puissent prendre en douceur le relais de ces vieilles figures qui de toute façon sont fatiguées pour pouvoir garantir la continuité de l'État. Ensuite, effectivement, je te accorde volontiers que si l'Algérie n'était pas solide grâce à son armée, que l'armée algérienne est extrêmement solide et elle garantit le Hirak, il faut le rappeler, si elle n'était pas solide, il y a longtemps que le pays aurait été bouffé par les ennemis de l'extérieur qui sont très nombreux. Donc effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a... Mon Gamal, parce que la pub arrivant, et bien entendu, je ne peux pas y déroger, c'est la règle. Nasser Lajili sera avec nous dans un instant. Il est avec nous, bien sûr, pour sa chronique résumée de l'actualité. Notre invité aussi arrive, Nasser Michelan Gabriel. Il est enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire dans un instant. Christophe sur France Maghreb 2. Alors, de retour, oui, de retour, excuse-moi, on a eu un petit souci technique, mon cher Christophe, ça arrive. Oui, d'accord, ok, très bien. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, c'est le grand forum avec Gamal Abina, avec Monsieur Nasser Lajili, qui est avec nous, comme chaque lundi maintenant, ça y est, c'est un duo qui s'est installé et qui marche plutôt bien, donc tant mieux. Nasser, il faut que tu t'affirmes, mon Nasser. Hein. Ne te laisse pas manger par Gamal, parce que là, tu sais que tu connais, lui, c'est un Algérien. Hein. Il prépare le thé, là. Il n'est pas sur les studios, il prépare le thé, il est de l'autre côté. Nasser. Et on salue une nouvelle fois la belle performance de l'Algérie en football, qui a fait match nul face au Zimbabwe. Et donc, du coup, l'Algérie est toujours en tête du groupe pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2021, je crois, Nabil. C'est ça, et ils sont qualifiés. Hein. Qualifiés. Ouais, ils sont qualifiés même s'ils perdent les deux autres matchs. Et de la Tunisie. Il faudra qu'on parle, les amis, cette semaine, peut-être dans une édition spéciale de ce qui se passe au Sahara occidental. Ça devient très inquiétant et il y a déjà eu des répercussions avec des consulats marocains qui ont été attaqués en Espagne. Voilà, il y en a qui tentent d'importer un conflit qui n'a pas lieu d'être ici. Et il va falloir qu'on explique un petit peu concrètement ce qui s'y passe réellement. Et en faisant un peu, non pas de discours partisanisme comme on a pu l'entendre malheureusement, mais d'essayer d'être le plus objectif possible, sur la situation qui règne en ce moment et qui est plus que tendue en ce moment au Sahara, mon Gamal, ça devient très très chaud. Ouais, malheureusement, c'est un conflit qui dure depuis 1975. Là, aucun des dispositifs proposés par l'ONU n'a été accordé, n'a été appliqué, ni les référendums, ni tout un tas de choses. Et comme il y a une tension très forte au Maroc intérieur, puisque la crise économique est extrêmement violente, c'est un pays qui dépend quand même essentiellement du tourisme, eh bien, il semblerait que le Sahara occidental soit une belle occasion de détourner l'attention, je pense. Alors après, je me trompe peut-être. De l'autre côté, moi, je suis un fervent partisan de l'unification du Maghreb. Cette question du Sahara doit être dépassée sous l'union du Maghreb arabe. C'est le seul moyen de sortir de cette guéguerre d'ego ridicule entre frères, tout simplement. Le problème, c'est qu'il n'existe pas. L'union du Maghreb arabe, il n'en reste rien, quoi. Il n'en reste rien, mais si le Sahara occidental est réglé, et si la Libye, évidemment, est pacifiée, ça peut se refaire. Il faut une monnaie unique, il faut des échanges, il faut ouvrir les frontières, enfin, toutes ces stupidités qui sont le cadeau de la colonisation, qui n'existaient pas. Je rappelle tout de même, à titre indicatif, pour les Marocains qui sembleraient penser qu'on a un problème avec le Maroc. Première chose, c'est ma terre d'adoption quelque part. Et deuxième chose, l'Afrique du Nord s'appelle Maghreb à l'origine.
toute l'Afrique du Nord, c'est l'Occident de l'Orient. Donc c'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de frontières. Bon, il se trouve qu'il y en a et malheureusement elles sont fermées et elles occasionnent beaucoup de problèmes, notamment pour des familles qui ont des difficultés pour pouvoir se rejoindre alors qu'ils sont qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Quelques mètres. Ouais, parfois. Quelques mètres même parfois. Quelques mètres, oui, tu as raison. Bon, est-ce que mon Nasser, tu es prêt? Je suis prêt. Bon, et on va y aller. Donc, une petite revue de presse signée Nasser Lajili, les amis. À écouter attentivement, ne rien perdre. Nasser Lajili sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. C'est à toi, mon Nasser. Ouais. C'est bon, David? Alors, les ambitions politiques ne connaissent pas la crise, fût-elle sanitaire. Il faut se réjouir, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature. La vie doit continuer. La démocratie ne doit pas être mise en berne par la volonté de plus en plus coercitive d'un gouvernement grisé par le pouvoir qu'il s'accorde de tenir en laisse tout un peuple. Il faut serrer le collier, a dit le chef du gouvernement. Aujourd'hui, il faut aller au cinéma pour entendre parler de justice. D'ailleurs, j'ai vu un très beau film la semaine dernière qui s'appelle La Voix de la Justice. Je dois avouer que même à l'écran, la voix de la justice est de moins en moins audible. L'injustice trouve de plus en plus d'occasions de lui clouer le bec. L'État pratique discrètement où il revendique, selon la définition célèbre de Max Weber, un monopole de la violence légitime, pour exécuter les décisions de justice, assurer l'ordre public et surtout pour intimider les velléités populaires de vouloir résister à une éventuelle dérive totalitaire. Cette tentation totalitaire est nécessaire pour protéger notre merveilleux mode de vie, même s'il faut payer au prix de notre liberté. Les perquisitions administratives provoquent des dégâts collatéraux et, bien sûr, ont traumatisé des gosses de 10 ans. La violence devient peu à peu le mode de relation entre les citoyens. À force de stigmatiser, certains voient leurs voisins comme un ennemi mortel à abattre. Un maire reçoit des menaces de mort. Des croix gammées sont peintes sur le portail de sa maison. Les lycéens subissent les soins correctionnels de la police. Ces petits impudents réclament la sécurité sanitaire dans les classes. On leur applique la matraque comme outil pédagogique. Les policiers armés jusqu'aux dents sont devenus des éducateurs de l'état d'urgence. Le chef du gouvernement a tenu sa conférence de presse. Rien de nouveau. Sous les nuages de la crise. Les petits commerces vont continuer à avoir la tête sous l'eau. Le gouvernement leur souhaite de prendre une grande inspiration d'air. Oui, j'ai bien dit inspiration, car si l'air de la prospérité vient à manquer, il faudra aux petits commerçants d'être bien inspirés pour continuer à vivre de son travail. Pas d'inquiétude, les milliards vont pleuvoir. Mais en attendant, souffrez en silence, sinon le Covid va venir vous manger. Nous sommes devenus des enfants sur lesquels Papa Castex veille tendrement. Les gouvernants doivent comprendre que le pouvoir qu'ils ont entre les mains ne signifie pas qu'ils ont toujours raison et qu'ils sont toujours dans le vrai. La force physique de la nation, que la nation met la force physique que la nation met à leur disposition ne rend pas légitime l'apparence de justice qu'ils infligent au peuple. Il apparaît avec toujours plus de clarté qu'un gouvernement où la même clique règne, quels que soient les résultats des élections, ne peut pas être fondé sur la justice, même si cette justice était celle que ces politiciens auraient eux-mêmes définie. Est-il démocratique d'accepter un gouvernement où ce seraient les politiciens qui décideraient du bien ou du mal sans l'aval de la conscience des citoyens? Doit-on accepter un gouvernement où le citoyen n'a aucun mot à dire? Le citoyen ne devrait jamais abdiquer sa conscience à cette coterie dominante. Sinon, à quoi bon sert l'usage de la conscience individuelle? Voilà. Magnifique, merci beaucoup, Nasser. Magnifique, fort bien écrit. Je ne sais pas ce qu'en pense Gamal Abina. Ah non, je suis toujours très fan de ce qu'écrit Nasser. On va pas s'en compter l'histoire. Bon. Eh bien, on va voir ce qu'on a pensé. Nasra, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye, je crois. Nassera, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nassera, comment allez-vous? Très bien, merci, et vous-même? Bah écoutez, ça va très bien. Avez-vous apprécié la chronique de Nasser Lajili, Nassera, en toute franchise? Oui, beaucoup, parce que d'abord elle est très complète. Elle dit les choses qui sont sensibles en ce moment, tout en n'entrant pas trop dans le détail, mais en mettant en exergue les points forts des différentes difficultés que nous rencontrons dans le contexte actuel.
Je trouve que c'était un très bel exposé. Moi, j'ai juste envie de dire que il a souligné notamment les petits commerces. Oui, on oublie que les petits commerces représentent le plus grand employeur de France. Absolument. Et que moi, je suis un peu sidérée que les commerçants ne se mobilisent pas pour collectivement pour manifester contre cette injustice, puisque Nasser a également parlé d'injustice et de justice, qui fait que les grandes surfaces elles ont le droit d'ouvrir et que les petits commerces ils peuvent mourir. Tout à fait. Voilà. D'autant que ce gouvernement qui, comme dirait Coluche, s'autorise à penser pour nous, il n'a pas décrété, comme je l'avais déjà dit une fois, que c'était une catastrophe naturelle et du coup les assurances ne peuvent pas entrer en jeu. Et donc c'est au bon vouloir du gouvernement, avec des critères un peu compliqués à respecter, et tout le monde n'a pas le droit à l'aide que l'État se proposait de donner, et parfois elle est bien sûr insuffisante par rapport aux pertes de ses employeurs. Merci Nasra, merci beaucoup en tout cas. Je voulais aussi vous faire un petit mot sur la France, sur l'intervention précédente, très rapide, sur est-ce que la France doit se retirer de tous les pays où il y a la guerre. Moi j'ai envie de dire oui. Sur Arte, il y a d'ailleurs un documentaire qui s'appelle Face au terrorisme, le renseignement et le djihad, et dans lequel on voit, alors qui est en replay, tout le monde peut le voir, et dans lequel il y a un intervenant qui est de la DGSE et qui dit, Claude Moniquet pour pas le nommer, et qui dit c'est nous la France, les USA, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui soutenons les régimes en place au Moyen-Orient, on les finance, on leur achète, on leur vend des armes, et puis on maintient ce terrorisme volontairement pour des intérêts économiques. Alors, est-ce qu'il faut que la France se retire ? Oui, il faudrait que la France se retire pour éviter tout ce terrorisme que l'on voit en France, même si c'est pas la seule cause, parce que l'exclusion des banlieues font le terreau du terrorisme aussi, l'exclusion des jeunes de banlieue. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que derrière, il y ait une volonté politique. Et ça, je crois qu'on en est bien loin avec ce gouvernement. Et deuxièmement, il faut aussi une capacité économique, parce que le modèle de la France, il est quand même basé sur un impérialisme de la France et de l'Europe, sur un impérialisme qui exploite l'Afrique notamment. Alors avant, c'était une exploitation physique avec la colonisation physique, mais aujourd'hui, c'est une exploitation économique. Alors, est-ce que la France, elle a les moyens de se retirer de tous les endroits où il y a des conflits et de laisser tomber ses intérêts économiques ? C'est la question que je pose. Alors, la question, elle est vite répondue. La France pèse 2200 milliards de PIB. L'Allemagne fait 3600 milliards. L'Allemagne n'a pas de colonie, n'a pas d'intérêt ou très peu d'intérêt à l'étranger, n'a pas de position dominante. L'Allemagne a travaillé à son développement intérieur économique, la France ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si la France est en train de maintenir ses forces, c'est pour des raisons bassement économiques, on l'a bien compris. Et là où je ne suis pas d'accord avec l'analyse du type de la DGSE, il met la France, l'Angleterre, d'accord, les États-Unis, je suis d'accord, pas l'Allemagne. L'Allemagne n'est absolument pas partie prenante des guerres du Moyen-Orient, au contraire. Merci Nassira pour votre appel et à très bientôt. Merci beaucoup Nassira. 01 40 33 9000, notre invité est toujours pas arrivé, messieurs ? Non, pas encore. Nous attendons donc notre invité Nasser Michaëlan Gabriel. Il vient juste d'arriver. Et chercheur en sciences politiques et en histoire. Et vous allez pouvoir évidemment écouter ses analyses et surtout bien appeler pour lui poser vos questions directement, pour l'interpeller. On va parler avec lui de politique internationale, mais aussi de politique française. Et il y a de quoi dire, justement, ça va un petit peu en accord avec ce qui vient d'être dit aussi par Nassira et Gamal Abina aussi. On peut faire le lien, bien sûr, avec ce qui a été dit. 01 40 33 9000 pour nous appeler, votre numéro de téléphone pour accéder au standard, les amis sur France Maghreb 2. N'hésitez pas. Demain matin, jetez un coup d'œil à CNews, aux alentours de 10h30. Voilà, vous risquerez de retrouver quelqu'un que vous connaissez. Demain matin, CNews. Jean-Marc Morandini. Voilà. Ceci est passé comme le petit message. Notre invité est là ? Oui.
Très bien. Bonjour. Donc, bienvenue à Monsieur Nasser Michaëlan Gabriel, qui est enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans l'émission le Grand Forum. Je suis ravi de vous accueillir, même si c'est de loin. En tout cas, vous avez mes camarades Gamal Abina et Nasser Lajili. Première petite question, elle va peut-être un peu vous étonner, mais c'est à l'international et c'est surtout une actualité fraîche. Oui. Quelle est votre analyse, votre regard sur cette élection américaine qui n'a peut-être pas encore dit son dernier mot? J'ai un regard. Je pars toujours d'un principe, c'est que l'événement ne doit pas commander ma pensée. Mon enjeu, c'est d'essayer d'analyser les choses au-delà de l'événement. Alors, on pourrait dire de quoi Trump est-il le nom? Car cette élection a marqué quand même une sorte de remise en question d'un consensus démocratique établi au XVIIIe siècle sur les fondements des institutions américaines qui étaient que le vaincu reconnaissait sa défaite. Et le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, en soi, me paraît intéressant en termes d'analyse. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même... alors certains vont vous dire que c'est le modèle américain qui, malgré tout, va s'adapter, qu'il réussira toujours à contourner les crises et les difficultés, à les surmonter. Mais pour ce qui me concerne, dans un contexte général de remise en question de ce qu'on appelle le modèle libéral démocratique, on pourrait dire que cette élection marquera quand même un point d'orgue. Un candidat président pour sa réélection qui remet en question les résultats et non seulement qu'il l'affirme, mais qui refuse toute procédure de transition vis-à-vis de son successeur, ça s'est jamais vu. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est historique. Et n'ayons pas peur d'utiliser ce terme. C'est quand même quelque chose d'important dans la plus grande des démocraties du monde, au sens Est-ce que cette démocratie n'a pas été bafouée justement par ce qui apparaîtrait, entre guillemets, et vraiment en employant le conditionnel, comme des fraudes qui seraient apparues dans cette élection? C'est ce que dénonce en tout cas le clan Trump. On l'a déjà vu dans le passé, il n'y a qu'à se rappeler l'affaire Watergate aux États-Unis, ça ne serait pas la première. Oui, mais à la rigueur, comment dire, on ne connaît pas les faits dans leur ensemble. Pour le moment, pour ce qu'on voit, l'avance du candidat futur président Joseph Biden est assez grande. Mais ce qu'on peut remarquer en tous les cas, c'est que les Américains du camp de Trump n'hésitent pas à dire que c'est des fraudes. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la base du consensus politique qui déterminait l'un des fondements de l'élection américaine est remise en question. C'est quand même quelque chose de fort. Alors on a eu on a eu cela un peu, mais de manière beaucoup plus systématique lors des élections de 2000 entre Gore et Bush. Mais là, il y avait vraiment des gros problèmes concernant le vote, mais sans je veux dire, aller directement sur la question des fraudes. Ça ne m'appartient pas, je ne suis pas témoin, donc je veux être prudent. Pas dire tout et n'importe quoi. Simplement, le seul fait que des gens dans le système politique démocratique américain puissent remettre en question l'ensemble des institutions sur cette question-là, je trouve que c'est historique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des citoyens dans un pays qui se considérait à juste titre comme l'une des plus anciennes démocraties qui remettent en question l'ensemble de la procédure démocratique. Et donc, ça dit quand même quelque chose de l'ère du temps. C'est ce que Hegel appelle le Zeitgeist, l'esprit du temps. On est dans une remise en question du modèle libéral démocratique dans le monde. Et cette élection de Trump est vraiment un bon symptôme de cette situation. Vous êtes enseignant et chercheur en sciences politiques. Vous enseignez où, monsieur Michaëlan Gabriel? Alors, j'enseigne à l'Institut catholique de Paris et à l'Université d'Aix-Marseille. D'accord, voilà. Ok. Donc vous connaissez certainement Raphaël Laugier. Je le connais, oui, je le connais de loin, mais je le connais. Qui officie également à l'université Aix, il me semble. Oui. Alors, Gamal Abina, Nasser Lajili sont avec nous et évidemment vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions si vous le souhaitez à notre invité au 01 40 33 9000. J'aimerais qu'on revienne un peu en France si vous le voulez bien.
votre regard global sur ce que Gamal Abina a évoqué tout à l'heure. La France est en guerre, qui avait été d'ailleurs employé par le président de la République au mois de mars dernier, en guerre sanitaire face au Covid-19. La gestion de cette crise, monsieur Michael Gabriel, quel est votre regard sur tous ces mois que beaucoup considèrent comme de l'incompétence, comme de l'impréparation et tous les mots qui se succèdent pour qualifier un petit peu cette gestion de crise? Oui. Il y a un livre que je vous conseille, que je conseille à tous les auditeurs s'ils veulent le lire. Comparaison n'est pas raison, c'est pas pour comparer les deux événements historiques, ça n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard de l'historien sur l'élite. C'est le livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, qui parle de l'étrange défaite de 1940, c'est-à-dire au moment où la France s'est réveillée sans gouvernement, sans armée, alors qu'elle était considérée comme la meilleure armée du monde. Et Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, l'un des plus grands résistants de l'époque, avait confié à je crois que c'était Régis Debray, mais j'en suis pas sûr, il faudrait corroborer. En tout cas, l'avait confié, l'avait dit que la France était morte en 1940. Alors, pourquoi il avait dit ça? Que la France, en tant que puissance mondiale, s'était effondrée à cette époque-là. Et la critique se faisait en vérité sur la question des élites. Et Marc Bloch, dans son livre L'étrange défaite, fait la critique d'une élite formée par les plus grandes écoles, formée les meilleurs esprits, Ça tout ça, bien sûr. totalement, et qui se sont effondrés en quelques semaines de manière vraiment incroyable. On a l'impression aujourd'hui que s'il y a quelque chose qui s'est effondré, c'est la croyance dans l'élite gouvernante de ce pays. C'est-à-dire que plus encore que le virus ou le potentiel vaccin qui aura lieu, je pense que ce qui s'est abîmé, c'est la relation entre l'élite et la population. Population de manière générale. Il y a le peuple, mais de manière Gabriel, générale. pardon de vous couper. Oui. Et pourtant, Oui. il apparaît en tout cas que 2022, on connaît d'ores et déjà le casting de la finale de cette élection. Un président qui certes n'a pas eu le mandat le plus reposant, hein, entre les gilets jaunes, entre le Covid-19, des situations un petit peu particulières à gérer. Et pourtant, comment vous expliquez, alors là c'est très intéressant, vous, c'est plutôt de la science politique là, comment vous expliquez justement que lors des dernières élections, à part les municipales, Emmanuel Macron fait toujours de bons scores qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on pourrait considérer comme la colère du peuple? Il y a une formule française que j'aime beaucoup. Quand je me compare, je me désole. Quand je me vois, je me console. Non, c'est le contraire. C'est quand je me vois, je me console. Quand je me compare, je me désole. C'est-à-dire que je pense qu'il bénéficie du fait qu'il y a un effet de vide. Si aujourd'hui la droite se trouve réduite à parler de l'énième retour de Sarkozy, si la gauche elle-même est tiraillée entre l'écologie et Mélenchon, je trouve que le tableau quand même est désolant. Et même à la rigueur qu'il gagne la bataille présidentielle, dans quel état est ce pays quand même? C'est ça la vraie question. Je veux dire, le fait de prendre le pouvoir, de le reprendre ou pas, la question n'est plus là. C'est qu'il y a un vrai fossé entre l'élite politique, administrative, intellectuelle et le peuple et toutes les catégories, de toutes les manières. Hein. Ce n'est pas simplement le peuple en termes de catégories sociales populaires. Même les CSP commencent à se poser des questions sur leur gouvernant, puisqu'ils l'ont élu en premier. Donc il y a un vrai problème d'adhésion. Et cette adhésion, si ce problème est là aujourd'hui, c'est un problème qui ne va pas s'arrêter simplement parce que le président sera réélu ou que quelqu'un d'autre sera élu. Gamal Abina. Moi, j'aime bien la comparaison de tout à l'heure, même si comparaison n'est pas raison. J'aime bien le rapport avec Hegel, j'aime bien aussi parler de Machiavel, qui voyait beaucoup sur la politique. Et on sait que, en gros, les stratèges politiques aujourd'hui ne sont pas inintéressés par ces penseurs. Mais la comparaison avec l'effondrement de la France en 40, et c'est vrai que la France s'effondre en 40 sur tous les fronts. Elle s'effondre en 6 semaines face à une attaque nazie qui était osée, la Blitzkrieg, qui n'a pas tenu compte des stupidités de Gamelin qui pensait que la Maginot était infranchissable, que les Ardennes étaient infranchissables. Bref, c'était un manque d'imagination et une arrogance politique évidente au moment où les décideurs français, qui sont tous des gens de Saint-Cyr, en général très bien formés dans les grandes écoles, ont cette arrogance de vieux penseurs, de vieux républicains, de vieux, limite monarchistes pour certains aspects. Quand on voit par exemple Clémenceau, qui fait l'avenir avec le passé,
et qui prend des décisions catastrophiques avec le traité de Versailles, ça conduit à la guerre, on le sait. Quand on arrive à la guerre, au port de la guerre, les nazis sont pas très forts en vérité, c'est faux, hein. La France est beaucoup plus forte militairement, sauf que la France arrogante met le gros de ses troupes dans le sud et laisse qu'une faible division dans le nord avec les Anglais qui se font massacrer très rapidement parce que effectivement les Allemands sont efficaces sur un plan stratégique et ils ont osé des choses. Il n'y a pas cette lourdeur administrative, on a laissé des généraux faire leur travail et ils ont été très efficaces bien évidemment. Donc la comparaison aujourd'hui est la même, j'ai envie de dire que le rapport avec la guerre sanitaire, les Français sont très en retard par rapport aux Allemands. Les Allemands ont 32 000, je crois, respirateurs, alors qu'ils n'en mobilisent que même pas le quart. Les Français sont quasiment en saturation et ils n'ont pas racheté de respirateurs en 8 mois. Encore une fois, une arrogance. On a l'impression que c'est Gamelin qui dirige l'État actuellement. Et effectivement, j'aime bien cette comparaison. Tout comme j'aime comparer ce qui se passe avec les États-Unis et Trump sur la question de l'isolationnisme américain des années 20-30, qu'on retrouve aujourd'hui à nouveau, qui est un véritable enjeu de pouvoir. Et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, c'est un militaire qui prend le pouvoir. C'est pas anodin. À chaque fois qu'il y a une crise, ça révèle des choses qui sont structurellement, qui inquiètent sur le fonctionnement de la société. Et la question que je me pose par rapport à ça, sans faire de prospective évidemment, c'est de savoir... Effectivement, Macron va être sur un vide politique monumental, puisque c'est lui qui l'a assis, qui l'a créé. Il veut un binôme Le Pen-Macron en fin de course pour gagner à nouveau, dans un pays qui ne génère plus que 250 milliards de revenus fiscaux, ce qui est quand même catastrophique, il y a quand même 20% de chute. Dans quelle France on sera dans 5 ans, enfin dans 2 ans? Je pense qu'elle ne sera pas meilleure qu'aujourd'hui, elle sera vraiment pire. Et dans quelle France on sera en termes de reconnaissance et c'est là où je vais pointer du doigt une chose, la reproduction d'élites politiques qui sont complètement... hors sujet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on reproduit les mêmes élites. C'est des fils de politique qui sont tous entre eux en train de se faire le gâteau. C'est des grands bourgeois en règle générale. Ils sont déconnectés de la base populaire. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce que donnera cette France dans 2 ans? Est-ce que vous auriez peut-être un élément de réponse par rapport à ces questions? Alors, il pourra nous répondre juste après la pub, s'il veut bien. Notre invité, monsieur Michael-Ange Gabriel. Nasser Michael-Ange Gabriel sur France Maghreb 2. Dans un instant, le grand forum avec les questions des auditeurs. Si vous souhaitez interpeller notre invité, il est enseignant, chercheur en sciences politiques et en histoire. À tout de suite. De retour avec Nasser Lajili, avec Gamal Abina et notre invité aujourd'hui, il est chercheur en sciences politiques et en histoire, il s'appelle Nasser Michael-Ange Gabriel sur France Maghreb 2. Nasser, est-ce qu'il est utile de vous rappeler la question posée précédemment par Gamal Abina? Prospective politique en gros. Prospective politique, oui. Prospective politique, bon, je serais peut-être plus prudent. Je vais me baser simplement sur les éléments du temps long. Le temps long, c'est quoi? C'est que le temps long aujourd'hui, c'est crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise politique, crise d'adhésion. Donc, c'est des multicrises, multifacteurs. Donc, in fine, y a un petit exemple qui s'est fait, que j'ai vu ce matin et qui m'a bien intéressé parce que c'est illustratif de l'état actuel. Il est annoncé que dans un livre qui est sorti d'un journaliste, qu'il n'y a plus de tube. Il y a quelques années, il y avait un tube, il y avait une chanson qui passait dans les radios tous les jours et qui faisait voilà, la une. Tout le monde le connaissait, quoi. Tout le monde en parlait. Et le journaliste, alors on posait la question au journaliste, mais pourquoi il n'y a plus de tube aujourd'hui? Il dit parce qu'aujourd'hui, il y a trop de segmentation au niveau des marchés. Le marché musical aujourd'hui est pris 80% par le rap et le marché communautaire. Ça je ne savais pas. Et il n'y a plus que 20% qui est, on va dire, d'un public lambda, musique. Et il dit, il n'y a plus de tubes fédérateurs. Donc ça quand même, dans ce petit fait, ça traduit quand même l'état d'éclatement, de fragmentation. Il y a un livre qui est sorti, l'Archipel, sur le sujet, l'Archipel française. On a le sentiment vraiment d'une fragmentation à plusieurs niveaux. Et donc, s'il y a cette fragmentation, dans la situation actuelle aujourd'hui, je fais juste un retour sur historique. Il y a une trentaine d'années, on va dire que l'ordre républicain fonctionnait sur quelques piliers. Il y avait le travail, il y avait l'armée, il y avait l'école, il y avait la culture. Il y avait quelque chose qu'on ne dit jamais assez, parce que je pense qu'on est dans une ère où on ne dit pas toujours tout, c'était l'autorité. La Troisième République, en particulier, s'est construite sur l'idée, nous, par rapport à la Première République, nous sommes là pour garantir l'autorité, par rapport au bon bourgeois qui avait peur. Le bourgeois avait peur, donc il fallait le rassurer en lui disant « nous sommes l'autorité ». Et on l'a vu avec la Commune. Aujourd'hui, la question de l'autorité qui était au cœur de l'ordre républicain est aujourd'hui remise en question de manière radicale, à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement la question du terrorisme, c'est la question de la violence personnelle, sociale, interpersonnelle. Et donc, c'est des piliers qui s'effondrent les uns aux autres.
Et donc, alors, je ne veux pas faire de déclinisme, ce n'est pas l'enjeu, c'est une analyse que je fais. Dans cette situation d'effondrement, et je dirais même d'une certaine... il y a un changement de paradigme à tous les niveaux. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce qu'en vérité, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui risque. Quels sont les risques? Les risques, c'est d'un gouvernement de plus en plus en crise de légitimité, avec une population qui accepte de moins en moins de consentir à l'impôt, à la loi, à la règle. C'est ça, c'est le risque qu'on a. Et donc de basculer progressivement dans une forme d'anarchie plus ou moins régulée, avec des élections qui vont être vidées de leur sens, avec une population qui est complètement en retrait. J'aime bien cette formule qui date des années 90. On est dans le cadre d'un suffrage universel censitaire de fait. Alors, es-tu, toi, favorable pour une 6e République? Parce qu'on parle de ça, d'ailleurs, d'un dysfonctionnement, qu'il n'y a plus de suivi, etc. Donc, est-ce que pour toi, tu considères que c'est important d'avoir une 6e République? Alors, je vais développer ça, puis je vais revenir sur ta question. Suffrage universel censitaire de fait, c'est que pendant le 19e siècle, les classes moyennes bourgeoises avaient peur des catégories ouvrières, entre autres, et aussi avaient peur des femmes, parce qu'ils pensaient que les femmes voteraient pour les curés, donc pour les papes, pour le pape et donc pour les catholiques. Et donc on faisait un suffrage universel. C'est une question très intéressante. Pourquoi les femmes auraient voté pour le pape? Parce que c'était des femmes qui n'étaient pas au travail économique. Elles étaient au foyer. Et donc de ce fait, le lien de proximité était avec le curé de paroisse. D'accord. Et donc pour les républicains, par exemple de la Troisième République, il y avait une hantise de donner ce pouvoir électoral aux catholiques. Dans une situation où la Troisième République n'était pas encore assurée de ses assises. Mais cette question... donc, qu'est-ce qui se passait? On l'a vu dans la Première République, c'était encore mieux. Vous savez, pendant le Directoire, je prends juste cet exemple, le Directoire entre 94 et 99, c'était un régime de propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait une constitution à leur mesure. Et ils avaient fait une loi électorale pour les propriétaires. Et donc, de fait, les catégories populaires, les pauvres, n'avaient aucune place dans cette situation. Aujourd'hui, on n'est pas pareil, bien entendu, on est dans un suffrage universel, mais de fait, lorsqu'on voit le pourcentage d'abstentionnistes, ceux qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, on est dans un suffrage universel censitaire, de fait. Donc c'est les catégories moyennes et catégories moyennes supérieures qui votent. Et on voit la même chose dans le problème du confinement. Le confinement, deuxième version, s'apparente aussi pour certains aspects à un confinement de classe. C'est clair. Tout à fait. Avec toute une population de petits commerçants, de petits entrepreneurs. Alors, certaines élites, certains membres du gouvernement disent c'est 6%, ça peut passer. Mensonge, bien sûr. Voilà. Alors c'est rien, 6%, on peut passer outre. Mais quand même, ça traduit cet écrasement de classe, quand même, de fait. Je ne suis pas marxiste, mais quand je vois la réalité, je ne peux pas me cacher derrière ma main. Alors, tu parlais de 6e République. Alors, on en a usé de 15 constitutions jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en France. Alors, on va en faire une 16e on va en faire une 16e pour démocratiser, parce que là, on est dans une monarchie présidentielle. Moi, je suis dubitatif sur le sujet. Ça sera encore, en France, on adore changer les lois et les constitutions. Donc c'est la 5e, on fera une 6e et je vous parie mon billet qu'on fera une 7e aussi, parce que de fait on veut, en vérité le vrai problème il est où? C'est qu'on veut substituer à cette crise de confiance une constitution, en pensant que la constitution va rétablir la confiance, mais je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un problème d'élite, mais moi je suis... Pardon Gamal, Mohamed de Nanterre qui est avec nous au téléphone pour une question à notre invité. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir, moi je voulais revenir vers vous monsieur Christophe. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler du Sahara occidental, mais vous avez omis de dire qu'il y avait des mercenaires du Polisario qui avaient quand même, ça fait depuis un mois qu'ils bloquent la route qui va vers la Mauritanie et vers l'Afrique. Et évidemment, vous n'avez pas parlé de ça, vous avez juste dit c'est chaud au Sahara occidental. Et le monsieur qui est avec vous, qui dit au Maroc qu'il y a une crise sanitaire. Ça c'est vrai, il y a une crise sanitaire, mais comme dans tous les pays du Maghreb, et d'autres pays d'Europe aussi, il y a des crises sanitaires. Mais quand vous dites que le Maroc ne subsiste que du tourisme, c'est pas vrai du tout. Ah bon? La première richesse du Maroc, ce sont les immigrés qui travaillent à l'étranger, et ensuite vous avez toute l'agriculture. Quand vous allez dans les marchés ici, donc vous allez dans les
centres commerciaux ici, vous trouvez plein de produits qui viennent du Maroc. Mais parce que je sache. Je peux répondre à ça parce que là, ça devient. Bon, c'est malheureusement, on n'est pas sur le sujet. Mais, Il y a une vraie crise économique au Maroc. Je vais finir avec vous. Je vous écoute. Monsieur, moi j'ai de la famille aussi en Algérie. Vous inquiétez pas, j'habite à 15 minutes de Marnia. J'habite de l'autre côté de la frontière. Alors vous voyez, j'ai été en Algérie plusieurs fois. J'ai été très très bien reçu. Les deux peuples sont des peuples frères. Ils ne font qu'un. Alors arrêtez de dire des choses que vous ne savez. Est-ce que vous êtes déjà allé au Maroc? Bien sûr, je vis à Tanger, pour vous dire que j'y vais. Vous vivez à Tanger. Oui, alors est-ce que vous voyez comment c'est Tanger? Oui, parfaitement. Oui, vous voyez. Je connais le Maroc du nord au sud, est en ouest. Je vais vous dire très rapidement. Oui, on va pas. Moi, je vous écoute. Oui, je veux dire, il n'y a pas de souci. D'abord, je ne fais pas de clivage. La différence, elle est là. Je ne suis pas en train de dire il y a des bons et des mauvais. Vous clivez un peu beaucoup. Ah, absolument pas. J'ai dit que c'est des peuples frères et qu'il faut absolument dépasser cette division. Donc, on n'est pas dans le clivage. Là, on est tout à fait d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous réécoutez, vous entendrez que c'est parfaitement. Oui, je vous ai écouté. J'étais sur la route, je roulais. Donc, je ne pouvais pas. Donc, très rapidement, parce que c'est pas tellement le sujet, mais très rapidement, le côté, moi, je supporte pas ces problèmes politiques bidons qu'on nous a importés tout à fait, tout à colonialisme. Je suis d'accord avec vous. Alors voilà, pour vous dire simplement, il y a un problème sur la frontière sud du Maroc. D'accord, c'est une chose. Il y a un problème qui est très ancien. Il n'y a pas seulement le problème avec l'histoire du Sahara occidental, il y a aussi un problème avec la Mauritanie, avec l'Algérie, avec Tindouf. Donc ça s'est multiplié pour des raisons qu'on va pas rappeler, elles sont trop longues. Mais par contre, très rapidement, oui, il y a une crise économique violente qui frappe le Maroc. C'est pas 3 tomates qui vont donner de l'argent au Maroc. Non, c'est pas une question de 3 tomates. L'agriculture rapporte rien. L'agriculture. Vous ne pas la balle. Je viens de dire, je vis à Tanger. Je vis à Tanger à la Médina, au-dessus de la Médina. Donc je suis très précis. Je vous explique que c'est pas l'agriculture qui rapporte de l'argent aujourd'hui. Vous savez très bien. C'est pas ce que rapportent les Marocains résidents étrangers ne rapportent pas assez d'argent. La première ressource du pays, c'est le tourisme. C'est le tourisme, la première ressource du pays. Je vous invite à revoir le modèle économique marocain qui dépend du tourisme et du phosphate. Il faut être très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de touristes au Maroc. Ils sont en train de partir en masse. Tu as pu, Mohamed, te dire un petit peu ce que National. tu souhaitais dire et tu as bien fait d'ailleurs d'appeler. Merci Mohamed, mais on a un invité. Oui, c'est vrai, on va sur ce sujet. Voilà, merci Mohamed. En tout cas, n'hésite pas à revenir dès que tu n'es pas d'accord. Voilà, ici la parole est libre, cher Mohamed. À bientôt. C'est la première fois que j'appelle. J'ai aucun problème avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière. J'espère bien, mon Mohamed. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Et à très bientôt au Maroc pour aller manger des belles oranges marocaines. Inch'Allah. Elles sont magnifiques. Et pas que d'ailleurs. Alors, nous sommes avec notre invité, vous voyez, ici dans le grand forum, monsieur Michael Gabriel. Les auditeurs s'expriment totalement librement. Ils sont fâchés parfois après nous. Et ils nous appellent et ils peuvent nous le dire, comme Mohamed vient de nous le dire, assez tranquillement. Alors, pour revenir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ce qui se passe au Sahara occidental ou pas du tout. C'est un sujet que vous occultez complètement. Occulter, c'est pas le terme, mais disons que je me méfie de vouloir avoir des avis sur tout. Ça, c'est une très bonne chose. Je ferais mieux rester. C'est bien on a fait une excursion sur Tindouf, mais ouais. Voilà. Mais je veux revenir sur le sujet si je peux me permettre, pour pas perdre le fil. Bien sûr. Parce que je pense que la situation en France est déjà, je pense. 6ème République, vous n'y êtes pas favorable. Là, on a bien compris que vous êtes dubitatif. Moi, j'ai envie de... Juste pour dire un truc, parce que moi, ce délire 6ème République, je suis désolé, la serre, mais là-dessus... non, mais moi, c'est une question. Pour moi, c'est un pur délire qui vient d'extrême gauche. Quand on parle de 6ème République, je trouve ça tellement ridicule, et là, je parlais d'historien, qu'on oublie que les 5 républiques sont arrivées sur des coups de force. Ça n'est pas arrivé parce que le peuple a réclamé. C'est quand il y a eu une restauration du pouvoir royal, faut se rappeler, quand il y a eu après la dictature, enfin, avant la dictature napoléonienne, puis à nouveau napoléonienne, puis le roi, bref. Et après, il y a eu les dictatures des généraux en Algérie qui a poussé à ce qu'il y ait une nouvelle république parce qu'il y a eu un coup de force du général de Gaulle qui, on ne le rappelle pas à ce moment-là, est un dictateur, de fait. Ça ne veut pas dire que je l'insulte, ça veut dire que quand il prend le pouvoir, parce que soyons rappel aux commandes, c'est un militaire qu'on appelle pour contrer des militaires. Et après, il fait un pouvoir hyper présidentiel. Donc, quand on parle de 6ème République, c'est souvent à la suite d'un crack, d'un coup de force, d'une perte d'une République. C'est pas un référendum qui va changer de 3 lignes dans une constitution, qui va améliorer les choses. Et là où on peut interroger effectivement le système, c'est qu'il y a une reproduction des élites qui pose problème en France, et que cette reproduction des élites est considérée comme étant illégitime par un peuple qui est complètement déconnecté. Et il est vrai, rappelons-le quand même, c'est important, je tiens à le dire, parce que là, on a quelqu'un qui peut nous confirmer, que la République ne s'est pas fondée sur un principe d'égalité et de promotion du pauvre vers la richesse. C'est pas vrai. L'ouvrier doit rester fils d'ouvrier et le bourgeois fils de bourgeois. C'est ça la République, c'est pas autre chose. Aujourd'hui, la méritocratie est un mythe fabriqué par les médias pour nous vendre un système qui n'est pas dans la Constitution, qui n'est pas inscrit dans les lois. Je suis un peu trash là. Alors,
Pour revenir d'abord sur les conditions qui ont fait la Constitution de la République. Je rejoins sur cet aspect en tous les cas, pas sur tout le reste, mais sur cet aspect. Le fait qu'une République, elle s'installe en France grosso modo, sur deux raisons essentielles. Soit une décrédibilisation du pouvoir politique central, soit une guerre à l'extérieur. Donc on a eu, Première République, décrédibilisation du pouvoir de la monarchie de Louis XVI. La Deuxième République, elle s'est effondrée parce que les paysans, pour la plupart du temps, étaient nostalgiques de l'Empire et parce que aussi la Deuxième République avait écrasé les ateliers ouvriers de 1848 et donc les gens se sont souvenus. Et donc Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État, mais on va dire qu'il n'était pas tout seul dans ce coup d'État. La Troisième République, elle s'est construite grâce au soutien de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne, qui ne voulait pas un retour de la monarchie, et par le soutien de la bourgeoisie, que Adolphe Thiers, qui était président du Conseil sous Louis-Philippe, avait rassuré en disant « Vous inquiétez pas, nous aux manettes, la condition ouvrière sera bien contrôlée ». Bon, il y a eu quelques années plus tard des lois sociales, mais 10 ou 12 ans plus tard. Mais l'optique, c'était l'ordre social dominant allié avec l'aile républicaine. La Quatrième République, alors la Troisième, elle est morte avec la guerre mondiale. La Quatrième est morte avec la guerre d'Algérie, donc conflit extérieur. La Cinquième, c'est un régime solide, qui est l'un des plus solides dans l'histoire contemporaine française depuis la Troisième République. Donc ça, c'est parce que, bon, De Gaulle était aussi monarchiste, donc il avait quelques idées sur un pouvoir exécutif fort. Alors, à partir de là, comment pourrait-il... Alors, moi, c'est une réflexion ça fait longtemps que j'y réfléchis, c'est cette question de la fin d'un régime. Comment un régime peut se terminer, peut s'effondrer? Vu les enjeux historiques, c'est soit, comme je disais, en interne, soit conflit externe. Soit des fois les deux. Pour le moment, on n'a que des points d'interrogation. Est-ce que ce régime va durer? Écoutez, c'est une bonne question. J'ai envie de vous poser une question parce qu'on tente justement à voir, à observer qu'il y a des clans en France qui nous amènent vers une volonté d'un climat, et je parle bien d'un climat dit de guerre civile. Je mets d'un côté tous ces fous alliés qui, au nom d'une religion qu'ils ne connaissent même pas, commettent des atrocités sur notre territoire. Et je mets de l'autre côté des gens issus de l'extrême droite, des différents crépuscules, qui en fait ont un même projet, celui de mettre notre pays à mal, celui de mettre notre pays dans une confrontation entre communautés, celui de mettre notre pays à feu et à sang. Comment on peut l'analyser, cette montée, j'ai envie de dire, et on le voit d'ailleurs sur une chaîne, pour ne pas la citer, CNews, on voit les discours, les langues se délier de manière incroyable aujourd'hui. Quand vous entendez Pascal Praud le matin, il appelle limite à l'insurrection dans ce pays. Comment expliquer justement cette montée d'une espèce de tentative de déstabilisation de l'intérieur? Expliquez-moi la question de la tentative. Vous pensez que, en vérité, c'est les extrêmes qui se nourrissent les uns aux autres et qui permettent, qui veulent déstabiliser, c'est ça? Ce sont les extrêmes qui se nourrissent les uns les autres, qui sont pas, qui n'ont rien en commun d'apparent, mais finalement, le projet global, le projet in fine, à la fin, c'est de dire, voilà, on va monter les uns contre les autres et mettre notre pays dans un climat, et je parle bien d'un climat de guerre civile. Voilà, qui ont ce projet. Oui, sans doute. Mais il faut quand même nuancer parce que la France, c'est quand même un pays. Peut-être là pour ça. Oui, je sais pas. En tout cas, je vais essayer. La France est un pays très politique. C'est, je pense, la nation la plus politique. Et la politique, ça a toujours été en France le moyen justement de ne pas se faire la guerre. Alors des fois, c'était un accélérateur de guerre civile. Mais quand même, la politique, pourquoi la politique a structuré quand même les familles, les groupes sociaux pendant plus de 150 ans, c'est un héritage de la Révolution française. C'était l'idée, en définitive, que le conflit militaire, le conflit civil, de guerre civile, devait se transformer en conflit de parole, de pensée et d'idéologie. Et ça a très bien marché pendant plus de 130 ans, 140 ans. La chute du mur de Berlin, l'affaissement des idéologies, on va dire institutionnelles, pas toutes les idéologies, je dis bien institutionnelles, la crise des partis politiques ont fait qu'aujourd'hui,
on a une sorte de dépolitisation institutionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une politisation des populations. Il y a une politisation, mais elle ne s'inscrit pas dans les canaux de la légitimité traditionnelle. On ne va plus s'écharper pour élire quelqu'un, soit à la députation, soit au Sénat, mais vous le voyez aussi bien dans les réseaux sociaux qu'à la télé, il y a des conflits politiques. Alors ces conflits politiques qui sont, on va dire, orientés beaucoup sur cette question de l'identité, de l'appartenance. En réalité, le vrai sujet est là. C'est-à-dire qu'on est dans une phase historique où une partie de la population se pose des questions sur l'autre partie et vice-versa. Et certains segments contre d'autres segments ou avec d'autres sermons. Et chacun utilise la formule, vous savez, de Gérard Collomb. Nous étions côte à côte, faisons attention, ne soyons pas face à face. Donc il y a cette hantise de la guerre civile. Alors, Gérard, effectivement. Oui, Gérard Collomb, oui. Alors la question, est-ce que c'est simplement des extrêmes qui... je ne suis pas aussi affirmatif que vous. Je dirais que certains aspects de la réalité certains aspects sont devenus extrêmes, paradoxalement. C'est-à-dire que certains éléments de l'actualité, certains événements, certains processus se sont radicalisés depuis une vingtaine d'années sur certains niveaux, plusieurs niveaux. Il y a des livres qui sont sortis dans les années 90 dont personne n'a beaucoup pris le temps de lire, mais qui étaient très intéressants, dont un sociologue, Éric Morin, sur le processus d'autoségrégation du haut et du bas. Et il y a plusieurs travaux qui sont faits, je confère Jacques Donzelot sur la géographie aussi, et on voit que la France a connu à partir des années 90 un phénomène de sécession sociale entre différents groupes sociaux. Alors, le haut ne veut plus vivre avec les classes moyennes ne veulent plus vivre avec les catégories populaires, et les catégories populaires elles-mêmes ne veulent plus vivre entre elles. Donc je résume, je synthétise un peu la bibliographie sur le sujet. Et donc on arrive quand même à des formes de séparatisme consenti. C'est le mot que j'attendais. Voulu. Et alors ensuite, lorsqu'on parle de séparatisme communautaire, bon, d'accord, on peut toujours utiliser le terme, mais c'est pas simplement lié à un problème de communauté. Je pense que c'est un problème généralisé. On est aujourd'hui dans une fragmentation de la nation française et qui garde encore, et c'est assez remarquable quand même, il faut pas tout jeter de la pierre sur la France quand même, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un degré de résilience en France qui est assez remarquable. Avec tous ces attentats, dans un autre pays, on va dire, moins avancé politiquement, intellectuellement, on aurait eu des représailles, des conflits vraiment à grande échelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, la société tient. Et ça, c'est assez remarquable. Malheureusement, nos mandants et ceux qui nous gouvernent me semblent plus compter sur la résilience de la population qu'avoir une vraie réflexion sur le sujet ou proposer des choses, à part le yaka, il faut qu'on fasse ci, les valeurs de la République, il faut les assumer, il ne faut pas faire ci. Bon voilà, tout le monde est dans le discours fantasmatique, mais dans la réalité concrète, ça ne prend pas. Donc c'est simplement un degré de résilience, mais jusqu'à quand il va tenir, c'est ça la question en réalité. Mais moi j'ai envie de vous poser une question, il faudrait une émission plus longue évidemment, parce que pour ma part, le vrai tournant de la République, des 5 républiques, c'est la Commune de Paris. Parce que là, on parle de séparatisme. La Commune de Paris, c'est vraiment la concentration d'une idée de séparatisme entre la lutte sociale, des idéologies qui sont encore en train de se créer, puisqu'on n'est pas encore dans le marxisme, et puis cette violence qui est faite et où ils les éliminent de façon radicale, à telle enseigne qu'on va même jusqu'à prendre les photos de chaque corps pour bien montrer qu'ils ont été tués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver à un nouveau un néo-communarisme, on va dire, un nouveau système de communarisme qui serait pas, on serait plus dans le social, mais bon, bref, l'espoir d'un peuple qui se réveille, sachant que, et c'est ça qui m'intéresse chez vous, aujourd'hui, on est en train de nous ressortir des vieux partis politiques. Par exemple, il y a Stéphane Simon avec Michel Onfray qui viennent de créer le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Bon, on cherche des solutions dans ce que j'appelle moi la réaction finalement. On a un autre mouvement qui a été créé, le CNR, nouveau CNR. Enfin, il y a tout des nouveaux rien de nouveau en réalité à l'Est, mais on nous ressort des vieux systèmes très sociaux, très orientés, ou très nationalistes, ou très identitaires, qui nous ressortent. Donc je me pose la question de savoir, c'est pour ça que je parle beaucoup par rapport au passé, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on ait ce genre de convergence, de lutte, puisque c'est ce qui est cherché, pour arriver à ce genre de fracture qui peut arriver? Alors, la convergence de lutte, sans doute il y aura des convergences de lutte. Mais prenez ce petit fait lors du premier confinement, lorsque certaines catégories sociales parisiennes ont quitté Paris pour aller en province. Ouais, ça c'est clair.
Fuite à Varennes, un petit peu. Dans leur maison secondaire. C'est un peu la fuite à Varennes, ce que j'ai vu, moi. Parce que c'est pas les plus pauvres qui sont partis. Hein. Vous êtes méchant. Malheureusement. Alors, et vous avez vu que ça a cristallisé une opposition des voisins, une cristallisation qui était, à mon sens, intéressante sociologiquement parlant. Et donc, en vérité, s'il y a conflit, il y a une multiplicité de conflits. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et donc, s'il y a un conflit d'un côté, il y aura d'autres types de conflits qui vont s'ouvrir aussi. On part du principe, pour ceux qui sont dans une logique identitaire, qu'en vérité, le seul conflit qui compte, c'est le conflit qui va avoir lieu entre les populations issues de l'immigration et ceux qui seraient plutôt autochtones, si je puis dire. C'est comme ça qu'ils le présentent. Mais on se trompe. Si la nation se défait, elle va se défaire sur tous les niveaux. Riches et pauvres, pauvres entre pauvres. Donc on est dans un temps hobbesien. C'est-à-dire, on risque de tomber dans la guerre contre tous. Alors, pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que la convergence des luttes, mais pour partager quoi? C'est une bonne question, ça. Je veux dire, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la politique, on va dire au sens militant du terme, la logique, c'était toujours on vous rendra l'argent qu'on nous a volé et on le partagera. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une crise multiforme. Bon, sauf à dire, il faut reprendre toujours l'argent aux riches, mais bon, les riches, ils restent pas. Il n'y en a pas suffisamment, de toute façon. Voilà. Donc, et c'est là le problème. C'est-à-dire que pour que le politique produise du commun, il faut quand même une finalité, on va dire, une visibilité. Et cette visibilité, on l'a pas. En termes économiques, en termes social, on est plus dans une logique aujourd'hui d'attentiste, avec un sentiment quand même de dérédiction, sentiment que quand même, il y a quelque chose qui est en train de partir. Alors, mon hypothèse, j'ai une hypothèse, c'est qu'on est quand même, et je reviens à ça, je ne suis pas décliniste, je ne fais pas ça par besoin de... Mais à mon sens quand même, on est quand même à la fin de l'effondrement d'une civilisation politique. Je parle de civilisation politique. Je ne parle pas de culture ou d'identité. C'est quand même la fin d'un certain modèle de civilisation politique. Grosso modo, je caricature, c'est le fils de paysan qui va à l'école, qui devient instituteur, dont le fils deviendra médecin, qui s'inscrit dans un parti politique, qui devient député, ou son fils deviendra député et deviendra maire. Tout ce modèle-là d'intégration à la République est en train de finir. De se perdre. Et généralement, le nouveau a du mal à venir d'un coup. Vous connaissez la formule de Gramsci. Hein. Dans les périodes de transition, c'est là où les monstres naissent. Absolument. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette période-là. Juste une dernière remarque qui m'avait fait rigoler tout à l'heure. Question, Nasser. Dernière question, Nasser Lajili. Je voulais faire une remarque sur De Gaulle. Vous m'avez fait rire quand vous avez dit qu'il était royaliste. C'est peut-être pour ça qu'il a créé l'ENA, finalement. C'est juste pour que l'élite se reproduise entre elles. Ah non, au contraire. Alors ça, c'est très intéressant. Non, parce que là, on a une fausse idée de la royauté, mais c'est pas aujourd'hui dont on en parlera. Ouais. On se retrouvera une prochaine fois. Mais, avec plaisir. Mais je laisserai Nasser. Non, moi, c'est bon. Mais par rapport à De Gaulle, pourquoi il a créé l'ENA? C'est parce qu'en 40, il l'écrit dans ses mémoires, il n'y avait que des étrangers, des gens... alors il y avait des gens, des royalistes aussi, des gens qui n'étaient pas inscrits dans les partis, il y avait des socialistes aussi, mais il a vu à ce moment-là que par rapport à l'effondrement, il y avait un problème d'élite. Alors il s'est dit que plutôt qu'une élite d'argent et de reproduction, on va construire des élites du mérite. C'était ça le modèle méritocratique. Le premier modèle n'avait pas fonctionné, donc on reprend le modèle méritocratique républicain avec des hauts fonctionnaires. Bon, on est dans l'épuisement de cette civilisation politique. Donc aujourd'hui, justement, alors là, on revient au modèle de Khaldoun. Vous savez, le modèle de Khaldoun. Ibn Khaldoun, 3 générations. La première conquiert, la deuxième hérite, la troisième liquide. Et donc, politiquement parlant, on est dans la phase de liquidation, d'une manière ou d'une autre. Macron, c'est la quintessence du management néolibéral qui liquide. Alors, entreprise, quoi. Alors, c'est un syndic de faillite. Il n'est pas forcément celui qui va liquider. Il ne faut pas lui jeter la pierre surtout. Mais c'est le témoin de la situation actuelle. Alors, c'est très intéressant quand vous parlez de Front Populaire, CNR. Donc, on retrouve les années 40 et 50. C'est ça, absolument. Sauf que on est plus dans Gabriel, on peut vous suivre où pour terminer? On peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Nulle part. On le suivra à la radio. Alors. Je suis pas très réseaux sociaux. Non, malheureusement, malheureusement, je suis comme ça. Je suis pas très impliqué dans les réseaux sociaux. Les quelques photos que j'envoie, c'est celles de l'histoire de France. Ça ne rend pas très populaire. Ce fut très intéressant de vous recevoir et de vous écouter, monsieur Nasser Michael Gabriel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire. Merci beaucoup d'être venu et de passer par le Grand Forum. Merci. Aujourd'hui, en France Maghreb 2. À très bientôt, monsieur Gabriel.
On se retrouve juste après la pub. Amis sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h, oui, encore quelques minutes avec Nasser Lajili, avec Kamal Abina comme chaque lundi. Et merci encore à notre invité qui nous a fait l'amitié de venir jusqu'à notre micro. Ce fut extrêmement intéressant. Donc avec nous depuis tout à l'heure, Nasser Michaëlan Gabriel, enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire qui était avec nous. Merci beaucoup encore une fois à notre invité aujourd'hui. Alors, je voulais terminer par une petite réaction de votre part sur le fait que Ségolène Royal ait ce matin dénoncé le fait des caricatures. Elle a pris position, Madame Royal, en disant que ça pouvait être dangereux et que ça pouvait être gênant. Est-ce qu'elle a raison pour le coup, Nasser, Ségolène Royal ? Moi, franchement, ces paroles me donnent aucune réaction. Tout simplement parce que quand elle était au pouvoir, on ne l'a pas entendue. Et aujourd'hui, c'est pour tout simplement exister à l'extérieur et dire voilà, je suis là et je condamne pour essayer de se faire une petite image à travers les gens des quartiers populaires. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'elle a été au pouvoir. Alors attendez, elle a été au pouvoir quand la dernière fois ? Pendant la période de Hollande. Elle était ministre. Eh oui. Et oui, ministre de l'écologie d'ailleurs. Je crois que c'est ça. De l'habitat aussi. C'est ça. Et de l'habitat. Est-ce qu'elle était ministre de l'écologie avant les caricatures Oui, largement avant. Oui. À l'époque de Hollande. Ouais, c'est vrai. Non, mais je cherchais quand même parce que faut donc voilà, pour moi, c'est des politiques qui essayent d'exister tout simplement. Oui, elle essaie d'exister, Gamal, c'est ça ta réaction ? De toute façon, elle est morte il y a longtemps. Moi, j'ai eu la chance de faire un débat contre elle à la télévision. Politiquement, tu veux dire ? Oui, politiquement, mais oui, bien sûr. Biologiquement, ça le débat, ça ne me regarde pas. Mais préciser, mon Gamal, toujours. Oui, mais je parle toujours de politique, bien évidemment. J'ai eu la chance de faire un débat contre elle à l'époque. Je l'ai bousculée sur les questions économiques. Elle n'a pas du tout aimé. C'est quelqu'un qui n'est pas très agréable, qui a beaucoup de mal à supporter la contradiction, mais surtout, Ségolène Royal s'inscrit. Alors, il faut savoir qui elle est parce que les gens ne la connaissent pas réellement. C'est une fille de droite, pas de gauche. Ses parents étaient militaires. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne comme une militaire. Moi, je me rappelle de la façon dont elle a accueilli la mise au pas des étudiants à Mantes-la-Jolie, des lycéens, vraiment méthode à style guerre d'Algérie, les mains derrière la tête, à genoux, c'était humiliant au possible. Et qu'est-ce qu'elle a répondu elle ? Ça leur fera un bon souvenir. On comprend la fille de militaire qui parle. Après, quand elle a ce genre de position, c'est logique, c'est une fille de catho, donc un peu comme pas mal de cathos actuellement qui sont en train de s'exprimer, je les comprends. Elle dit quoi ? Elle dit qu'effectivement, et c'est juste, ces caricatures ne sont pas des caricatures pour certaines d'entre elles et sont insultantes. Et moi qui suis caricaturiste, et je le fais de façon très active sur les réseaux, je confirme qu'une caricature, c'est forcer le trait, ça n'est pas insulter les gens. Ce ne sont pas des caricatures, ce sont des dessins qui sont éminemment vulgaires et insultants. La liberté d'expression s'arrête à partir du moment où on insulte les gens, là on tombe sous le coup de la loi. Manifestement, il faudrait faire quelques rappels à la loi quand il y a des dérives comme celle-ci. Donc Royal surfe sur une vague ascendante, elle le sait. Elle sait que son parti est quasiment mort et elle espère se refaire une virginité sur ce genre de position, sauf que je n'oublie pas ses positions sur Mantes-la-Jolie. Ouais, très bien. Bon, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler peut-être demain, je ne sais pas, en tout cas dans la semaine sur France Maghreb 2. Merci beaucoup, mon Gamal Abina. Merci mon Nasser Lajili. Rendez-vous demain avec Rudy Kazi et avec Audrey Prodesti. Demain, pour m'accompagner entre 16h et 18h dans un instant. Alors, il paraît qu'il est très en forme aujourd'hui, Medjed. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est très, très en forme. Il y a un M dans l'histoire. Dans un instant, il a prononcé des mots un peu particuliers lorsqu'il est arrivé à la radio. Bon, on ne dira pas lesquels. Mais en tout cas, vous allez certainement ne pas vous ennuyer dans un instant, juste après les infos de 18h sur France Maghreb 2, présenté par nos confrères d'RFI. Rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h. Et merci beaucoup à DJ Nabil qui a assuré la liaison technique et qui a été très efficace encore une fois aujourd'hui. Merci mon Nabil. Et rendez-vous demain en direct de retour en studio sur France Maghreb 2. Je vous donne rendez-vous également demain matin sur CNews. Je suis l'invité de Morandini. Donc soyez au rendez-vous et fidèles au poste. Voilà. On aura peut-être l'occasion de reparler demain à cette même antenne. Salut à tous, bonne soirée. Merci de rester fidèles à France Maghreb 2.